Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, chers étudiants. Donc, je vais démarrer le cours de microbiologie industrielle S6. Donc, je me présente, je suis le professeur Marzouk Mohamed, responsable de ce module et directeur du laboratoire de biotechnologie agroalimentaire, environnement et santé, et aussi coordonnateur de la formation doctorale MBSB au sein de notre faculté. Euh, donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, la microbiologie industrielle, c'est une science qui couvre l'ensemble des procédés de bioconversion, c'est-à-dire la transformation biologique de substrats ou de biosynthèse qui sont réalisés par des micro-organismes à des fins agricoles, médicales et alimentaires. Et ces micro-organismes, ils sont soit des bactéries, soit des champignons, soit des levures, soit des virus, soit des animaux, des cellules animales ou végétales. Donc la microbiologie industrielle consiste aussi à l'utilisation des micro-organismes pour synthétiser ou fabriquer des produits alimentaires tels que le fromage, le beurre et les yaourts, et aussi elle sert pour produire des substances organiques, des antibiotiques et d'autres composés sanitaires, pharmaceutiques et additifs alimentaires. Donc les objectifs du cours, c'est de cibler tous les domaines qui sont touchés par la microbiologie industrielle, comme le domaine agricole, le domaine médical, le domaine pharmaceutique, etc. Étudier aussi des procédés de culture microbienne, et ça vous l'avez déjà normalement vu dans le cours de microbiologie générale en S3 et au TP aussi, et aussi dévoiler l'objectif ou bien l'avantage des micro-organismes comme des biocatalyseurs, ça veut dire des organismes ou bien des micro-organismes qui accélèrent la vitesse de réaction, que ce soit la vitesse de dégradation du substrat ou la vitesse de synthèse du produit. Étudier aussi les procédés de fermentation. Donc on va parler plutôt de la fermentation continue, la fermentation discontinue, etc. Étudier la cinétique des micro-organismes, dont les fermenteurs mais à grande échelle, et enfin comprendre les différents types de synthèse des produits de la microbiologie industrielle, tels que les métabolites primaires, métabolites secondaires et les enzymes. Et ça sera le dernier chapitre de notre cours. Maintenant, je vais parler des domaines d'activité. Je vais un peu détailler les domaines d'activité de la microbiologie industrielle. Normalement, elle couvre l'ensemble des procédés que je l'avais dit, les procédés de synthèse de produits agroalimentaires, tels que par le biais des fermentations, fermentation alcoolique, fermentation lactique, et aussi l'ajout des additifs alimentaires. Et aussi pour produire des substances organiques, telles que l'éthanol, le glycérol, le mannitol, le sorbitol comme alcool, et aussi des acides organiques comme l'acétate, propionate, butyrate, valérate, etc. Et aussi, il ne faut pas oublier l'agriculture, donc elle couvre ou bien elle nécessite cette fermentation, plutôt cette microbiologie industrielle pour produire, synthétiser des produits phytosanitaires comme les pesticides.
ça veut dire les insecticides, les herbicides, etc. Et aussi des hormones végétales ou animales. Et aussi en industrie pharmaceutique pour synthétiser des antibiotiques, des vitamines, euh, des acides aminés, etc. Donc, il ne faut pas oublier aussi, dans le domaine de l'environnement, ça veut dire la microbiologie industrielle joue un rôle très important pour traiter les eaux usées, pour surtout les eaux qui sont très polluées, pour la bioremédiation des sols pollués, pour l'extraction de minerais ou biolexiviation. Maintenant, les avantages de cette discipline, c'est que, ou bien les intérêts, le coût est plus faible que les procédés par voie chimique, surtout en termes de catalyse enzymatique. Et le deuxième avantage, c'est de synthétiser certaines molécules qui ne pourraient pas être synthétisées par voie chimique et qui pourraient être synthétisées que par les micro-organismes, tels que les prostaglandines et les stéroïdes. Les prostaglandines, ce sont des métabolites de l'acide arachidomique qui sont obtenus à partir des phospholipides membranaires par action de la phospholipase. Donc, ce sont des métabolites de 20 atomes de carbone, alors que les stéroïdes, ce sont des métabolites de 30 atomes de carbone. Maintenant, la fermentation. La fermentation regroupe un certain nombre de définitions. Donc, c'est un procédé biologique, bien sûr, qui utilise la culture en masse, ça veut dire la culture, un consortium de cellules, que ce soit des bactéries ou des levures ou des champignons ou de protozoaires, etc. Dans les conditions, bien sûr, que ce soit aérobie ou anaérobie. Donc, une autre définition, c'est tout processus biologique survenant en absence d'oxygène. Et aussi, une autre définition, c'est la détérioration des aliments, comme le pain lorsqu'il moisit. Donc, on dit que le pain, il a déjà commencé à se fermenter. Donc, ce sont des moisissures qui sont responsables de cette fermentation. Et enfin, une autre définition qui explique cette fermentation en tant que processus physiologique, qui est l'utilisation d'un substrat organique comme donneur et accepteur d'électrons. Donc, comme vous le voyez ici dans la réaction, le substrat organique, par le biais d'une souche ou plusieurs souches, avec la fermentation de substrats organiques, donc le produit, c'est des produits synthétisés, que ce soit un seul produit ou plusieurs. Donc, il existe plusieurs types de fermentation, souvent caractéristiques de groupes microbiens particuliers. Donc, on peut citer la fermentation alcoolique. Donc, le substrat, c'est un sucre. Par l'action d'une levure Saccharomyces cerevisiae ou bien d'une bactérie Zymomonas, elles peuvent produire l'éthanol. Il y a aussi la fermentation lactique. Le substrat, c'est le lactose, qui est un sucre, un disaccharide, qui est le glucose plus le galactose. Et donc, sous l'action des germes Streptococcus plus Bacillus, pour donner l'acide lactique, et on l'appelle
cette fermentation homofermentation. Ou bien, on aura l'affaire d'une hétérofermentation en produisant l'acide lactique et l'éthanol. Il y a aussi la fermentation des acides mixtes. Donc, le substrat, c'est un sucre. Donc, il y a un certain nombre de produits comme l'éthanol, l'acétate, le lactate, le succinate et le formiate qui sont produits par les bactéries comme Escherichia coli, Salmonella et Proteus. Il y a aussi la fermentation butanédiolique, dont le substrat c'est un sucre qui va donner le sucre qui va être fermenté par Enterobacter, Serratia, Erwinia et Bacillus pour donner du butanédiol plus l'éthanol et aussi le gaz carbonique. Il y a aussi la fermentation butyrique qui est responsable de cette fermentation Clostridium pour donner l'acide butyrique. Et enfin la fermentation propionique qui va donner ou bien qui va donner bien sûr l'acide propionique par l'utilisation de Clostridium et Propionibacterium. Maintenant, on va commencer la partie de la fermentation à grande échelle. Bon, avant de commencer cette fermentation à grande échelle, je vais quand même vous parler un peu avant de fermenter n'importe quel substrat, on aura besoin bien sûr de substrat et aussi de la culture en masse, la culture microbienne, que ce soit une bactérie, une levure, un champignon, etc. Donc les micro-organismes qui sont destinés à des applications industrielles sont mis en culture tout d'abord dans des tubes, des flacons et des fermenteurs à agitation rotative. Donc c'est quoi le fermenteur? Comme vous le voyez ici, c'est un appareil dans lequel est réalisée la croissance des micro-organismes, la production de substances extracellulaires ou la biotransformation. Donc, selon l'usage désiré, les fermenteurs à agitation rotative, comme vous le voyez ici, agitation rotative, ont une taille qui varie entre 4 litres jusqu'à 100 000 litres. Donc 100 000 litres, je parle d'un fermenteur industriel ou bien d'un fermenteur de grande taille. Donc ce type de fermentation, il est conçu spécialement pour la culture des micro-organismes, soit en condition aérobie, par l'entrée d'air, soit en condition anaérobie. Et bien, donc, toutes les étapes de la production ou bien de l'addition d'éléments nutritifs, de l'échantillonnage et la surveillance de la fermentation devraient être réalisées dans des conditions aseptiques et même rigoureuses pour ne pas provoquer la contamination du fermenteur. Donc, en plus, donc, si la fermentation est aérobie, il faut bien sûr aérer. Il faut introduire de l'air. Et ici, comme vous le voyez, il y a l'entrée de l'air et il y a ici un filtre à air qui permet de stériliser en quelque sorte l'air entrant, ok, parce que l'air ici de sortie il est pollué, donc il faut qu'il entre ici exempt de toute trace de micro-organismes. Donc comme vous le voyez, l'aération et aussi l'agitation pour mettre en suspension ou bien en contact entre la biomasse et le substrat à bioconvertir.
Donc, il y a ce on voit ici des ordinateurs ou bien des ordinateurs qui permettent de surveiller les informations automatiques fournies par les sondes, que ce soit les sondes de, pardon, que ce soit les sondes de pH, les sondes à oxygène dissous, les sondes qui permettent aussi de mesurer la biomasse, les concentrations de dérivés métaboliques et la composition des gaz entrants et sortants, etc. Donc, c'est l'automatique. Donc, c'est une science qui étudie bien sûr le contrôle de tous ces paramètres-là par les ordinateurs. Donc, ces informations sont nécessaires pour contrôler avec précision la culture et la production microbienne. Donc, comme vous le voyez ici, donc, il y a le moteur qui fait, bien sûr, agiter les pales. C'est un agitateur à différents étages. Ça, c'est un agitateur à 3 étages ou bien 3 pales. Donc, les cultures microbiennes ou bien l'addition d'éléments nutritifs sont introduits par là, bien sûr dans des conditions aseptiques. Ici, il y a l'échantillonnage, la valve qui permet de prélever des échantillons au cours de la fermentation afin de, bien sûr, analyser au départ et à la fin. Il y a aussi l'entrée de l'eau de refroidissement parce que c'est un fermenteur thermostaté. Il est double enveloppe. Donc, l'entrée de l'eau de refroidissement pour que l'eau ne se chauffe pas au cours de la fermentation. Et bien sûr, il y a la sortie de l'eau de refroidissement par ici et il y a une valve pour vidanger ou bien le contenu du fermenteur. Maintenant, je vais passer aux milliers de cultures qui sont utilisées au cours de la fermentation. Normalement, la fermentation nécessite à grande échelle nécessite un milieu de culture qui est brut. Un milieu de culture brut à base de mélasse, ok, comme source de carbone et d'énergie. La mélasse est un résidu du raffinage de sucre et de couleur noirâtre, ou bien le petit lait, ou bien des déchets agricoles. Et toute cette matière brute, c'est de la matière organique, elle est introduite dans le réacteur ou bien dans le fermenteur en tant qu'une source de carbone et d'énergie. Et comme source d'azote, on peut utiliser la farine de soja, les déchets d'abattoir, l'ammoniac et le nitrate, et aussi les vinasses, qui sont des déchets du vin, de la production du vin. On peut utiliser les vitamines, donc qu'on peut bien sûr utiliser comme produits végétaux et animaux comme des vitamines et des oligo-éléments et du fer qui sont des dérivés chimiques inorganiques. Et au cours de la fermentation, on aura des problèmes de moussage. Donc il faut normalement éliminer ces mousses pour qu'ils ne se débordent pas. Donc on peut ajouter surtout le silicone, les alcools
ou l'huile végétale. Donc, normalement, il vaut mieux ajouter le silicone puisqu'il donne un bon résultat et c'est moins cher. Maintenant, je vais vous parler de la conception ou bien les bases microbiologiques de la conception des bioréacteurs. Donc les différents paramètres qui interréagissent au cours de la fermentation sont les substrats, ok, et les réactifs. Le substrat et le réactif permettent de cultiver ou bien de favoriser le développement des micro-organismes et exercent une influence sur le comportement cinétique de la population microbienne qui se trouve dans le bioréacteur. Maintenant, pour que les micro-organismes qui se trouvent ici soient répartis de façon homogène et l'oxygène nécessaire soit apporté et la température optimale maintenue, il faut disposer des moyens adéquats de transfert. Et ces moyens adéquats de transfert sont élaborés ou bien sont obtenus le plus souvent par agitation, comme vous le voyez ici, et aération. Ça veut dire que l'agitation et l'aération, donc, ils permettent bien sûr d'homogénéiser ce consortium de substrats et de biomasse pour que ce soit maintenu, le substrat et la biomasse soient maintenus homogènes. Donc, il y a donc un certain nombre de paramètres, ok, à mettre en évidence ou bien en considération comme la puissance consommée P ici par l'agitateur, la biomasse X, comme vous le voyez, c'est une concentration en biomasse en grammes par litre, la vitesse de reproduction de métabolites, RP, la vitesse de reproduction de métabolites, Rx, c'est la vitesse, c'est mal vu, mais Rx, c'est la vitesse de production de biomasse, Rs, c'est la vitesse de consommation de substrat. Ok, donc ce schéma-là, vous allez le voir en clair dans le polycope de microbiologie industrielle, etc. Donc ça, c'est le schéma des bases microbiologiques de la conception d'un bioréacteur.